Élections législatives en Haïti dimanche. Faible participation des citoyens, violents incidents durant le scrutin, mais le Conseil électoral se dit satisfait. Au Niger, l'opposition rejette le calendrier électoral sorti par la CENI pour la présidentielle de 2016. Elle dénonce une absence de consensus. Au moins 17 morts dans l'est de la Chine et de nombreux disparus. C'est le bilan du passage du typhon Soudelor dimanche. Bonjour chez vous et bienvenue dans ce rendez-vous des informations sur SICA. En Haïti, la plupart des bureaux de vote ont fermé dimanche à 20h GMT après une journée marquée par des incidents parfois violents et une faible participation aux élections législatives. Il s'agit des premières du genre organisées depuis 2011 dans ce pays, le plus pauvre du continent américain. Au moins 3 centres de vote ont été saccagés à Port-au-Prince, les urnes jetées à terre et les bulletins déchirés par des individus encore non identifiés. Selon le porte-parole de la police nationale haïtienne, 26 centres de vote ont dû fermer leurs portes avant la mi-journée suite à des violences aux abords ou à l'intérieur des bureaux. En ce qui concerne la participation, elle a été faible selon les observateurs nationaux et internationaux. Notons que 5 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes pour départager plus de 1800 candidats qui convoitaient 139 postes parlementaires. Mais dans tout ceci, le Conseil électoral se dit satisfait de ces élections. Le typhon Soudelor a fait au moins 17 morts dans l'est de la Chine et au moins 5 personnes étaient portées disparues dans le pays, frappé par endroits par des plus fortes pluies depuis un siècle. 3 personnes ont été tuées et une autre portée disparue dans un glissement de terrain à Ningye dans la province de Fujian. Dans la province voisine de Zhejiang, le bilan s'est alourdi donc à 14 et 4 personnes disparues, indiquait de son côté l'agence Chine Nouvelle. Selon les responsables locaux des secours cités par l'agence, les victimes pourraient avoir été emportées par des inondations ou ensevelies sous des maisons effondrées. Quelque 1,58 million de personnes dans la ville avaient été touchées dimanche après-midi par le typhon Soudelor qui a touché la Chine après avoir frappé Taïwan, avait précédemment rapporté également cette agence. Les pertes économiques directement imputables au typhon dans les 2 provinces du Fujian et Zhejiang étaient estimées ce lundi à environ 8 milliards de yuan, environ 1,17 milliard d'euros. En Ouganda, quelques 200 militants ont défilé samedi à Entebbe lors d'une Gay Pride pour fêter l'abandon il y a un an d'une loi criminalisant l'homosexualité. Ces derniers restaient néanmoins sur leur garde craignant le retour de textes liberticides. L'homophobie est en effet très répandue en Ouganda où harcèlement et intimidation sont le quotidien des homosexuels. Les images. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées samedi à Entebbe, à une quarantaine de kilomètres au sud de la capitale Kampala, sur les bords du lac Victoria. Ils arboraient drapeaux, cravates et autres parapluies arc-en-ciel, les couleurs symboliques de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle. Cette Gay Pride est venue clôturer une semaine d'action, notamment une journée de la conscience transgenre ou encore un concours de beauté où 200 candidats s'étaient affrontés. Je pense que la Gay Pride est importante pour nous en tant que communauté, surtout pour les personnes qui ont honte d'être homosexuelles, qui se sentent rejetées. C'est la seule fois où ils se rassemblent tous ensemble et se sentent fiers de s'afficher. Que ce soit les homosexuels, les gens du même sexe, les gens conformes au genre, ils se rassemblent tous et une fois par an pour célébrer la diversité des êtres humains. Ce rassemblement était également une occasion pour fêter l'abandon il y a un an d'une loi criminalisant l'homosexualité, une loi jugée abominable par des associations des droits de l'homme, mais populaire auprès de nombreux Ougandais.
Ce test prévoyait la prison à vie pour tout individu dont l'homosexualité était démontrée, mais il a été rejeté par la Cour constitutionnelle 6 mois après son entrée en vigueur. L'homosexualité demeure cependant un crime en Ouganda, punissable de plusieurs années de prison, mais les Ougandais ne sont plus contraints, sous peine de sanctions, de dénoncer les homosexuels aux autorités. L'opposition nigérienne a rejeté le calendrier de l'élection présidentielle prévue fin février 2016 par la Commission électorale nationale indépendante. Elle dénonce une absence de consensus. La RDR, il faut le dire, affirme que ses délégués qui siègent à la CENI avaient déjà contesté une absence de consensus sur ce calendrier transmis le 20 juillet au gouvernement, ce qui est contraire à l'annonce faite le 29 juillet par le président de la CENI. Ce dernier avait déclaré que sa commission a décidé par consensus de fixer le premier tour de l'élection présidentielle couplé aux législatives le 21 février 2016. Un second tour de scrutin est prévu pour le dimanche 20 mars de la même année et les élections locales sont programmées pour le lundi 9 mai 2016. L'opposition a aussi émis des doutes sur le déroulement du recensement électoral, accusant donc le pouvoir d'avoir très souvent écarté ses délégués du processus. Et nous rendons de ce pas en Côte d'Ivoire. Pascal Nguesson, le chef du Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, a été investi samedi candidat à la présidentielle du 25 octobre prochain. À l'occasion, le nouveau leader du FPI a exprimé ses ambitions de battre dans les urnes le président sortant Alassane Ouattara. C'est le nouveau leader du Front populaire ivoirien. Accueilli dans la liesse par ses militants, le président du FPI est officiellement investi candidat pour la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Une occasion pour l'homme de faire découvrir à ses partisans les ambitions qu'il nourrit en tant que candidat. Je suis candidat pour gagner. Et nous allons gagner. J'ai l'expérience nécessaire. J'ai les capacités requises. J'ai la volonté pleine et entière de relever avec les Ivoiriens les défis qui se posent aujourd'hui à notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai répondu favorablement à l'appel de mes camarades de défendre les couleurs du parti à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Défendre les couleurs de son parti, mais aussi et surtout remporter la victoire face à Alassane Ouattara, qui, selon le candidat du Front populaire ivoirien, a manqué à ses obligations vis-à-vis du peuple ivoirien. Nous ambitionnons de battre M. Ouattara. Il n'a pas réalisé la réconciliation nationale. Il n'a pas restauré le progrès social. Tous les Ivoiriens se plaignent. Il n'a pas fait la paix. En définitive, son bilan est négatif à tout point de vue. À telle enseigne que dans son propre camp, il y a de nombreuses insatisfactions. Les éléments armés qui l'ont accompagné dans cette aventure de la rébellion armée sont globalement insatisfaits. Les élections en Côte d'Ivoire sont prévues pour le 25 octobre prochain. Elles seront cruciales pour la stabilisation de la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale qui y a sévi entre 2010 et 2011. La crise politico-militaire fut un véritable épilogue sanglant pour la Côte d'Ivoire. Elle avait fait plus de 3000 morts et poussé bon nombre d'Ivoiriens à se réfugier dans les pays voisins. Et des centaines de personnes se sont recueillies dimanche à Ferguson, à l'endroit où Michael Brown a été abattu par un policier il y a un an. Une mort qui avait déclenché des émeutes raciales sans précédent ces dernières années aux États-Unis. Tête baissée, portant pour beaucoup d'entre eux quand même des t-shirts à l'effigie du jeune homme mort à 18 ans. Les manifestants ont observé 4 minutes 30 de silence pour symboliser les 4h30 pendant lesquelles le corps de Michael Brown était resté dans la rue face contre terre avant d'être transporté à la morgue. Les manifestants ont ensuite entamé une marche silencieuse jusqu'à une église qui avait servi de refuge lors des violentes émeutes ayant agité Ferguson en novembre 2014 après l'annonce de l'abandon des poursuites contre le policier blanc ayant criblé de balles le jeune homme alors âgé de 18 ans.
Les opérations de recherche de débris et d'éventuels du MH370 au large de l'île de la Réunion, qui avaient été suspendues vendredi soir, ont repris dimanche. Ces opérations sont menées sur ordre du gouvernement, donné jeudi soir après l'identification quasi certaine du flaperon. Il s'agit de ce fragment d'aile appartenant au Boeing 777 du vol MH370 de la Malaysia Airlines, disparu le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord. Ces recherches seront menées sur la zone littorale ainsi que sur la zone à l'est de la Réunion en fonction des analyses des courants marins. Et voilà qui nous conduit déjà à la revue de presse, c'est dans quelques secondes. Joël Yetonji est déjà dans ce studio pour nous présenter la revue du jour. Joël, bonjour. Bonjour Claire, bonjour à tous. Alors nous démarrons la revue par des nouvelles d'Haïti quand même. Après 4 années d'attente, enfin les Haïtiens ont été conviés aux urnes. C'était hier pour les législatives. Oui, ce qui devrait être un motif de soulagement ne l'a pas pour autant été. En tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre à travers cette une de Martinique France Antilles qui parle de violents incidents et retards ayant émaillé les dites élections Martinique France Antilles. Haïti Libre revient sur les incidents et parle de 4 blessés par balle. HPN Haïti évalue 113 arrestations, 23 armes saisies et un cadre du CEP. Le Conseil électoral permanent en fuite avec des mandats. Haïti News, 4% des centres de vote ont été affectés par les incidents. 5% des électeurs n'ont pu participer au vote. Et au Burundi, après l'enquête ouverte sur l'assassinat du général Adolphe Ntimirimana, porte déjà ses fruits. Oui, les choses évoluent plutôt vite. Mali Shafakna a pris fiche à sa une. Les tueurs du général Ntimirimana, identifiés, s'étaient même mis aux arrêts. Iwassou revient sur l'incident et constate que des centaines de manifestants habillés en noir rendent hommage au général défunt. Jeune Afrique revient sur la situation au Bujumbura. Violents échanges de tirs dimanche soir à Bujumbura. Afrique.com revient sur la situation dans cette ville et parle des cadavres qui sont découverts tous les jours dans la capitale burundaise. Et le Mali est toujours la cible de djihadistes. Oui, le Mali, encore le Mali. Le reporter rapporte 2 militaires maliens tués à Nampala 11, à Raous, dont un calciné de véhicules identifiés. Guinée-Conakry Info qualifie tout ceci d'harcèlement djihadiste. Mali a tué. Les rébellions Touareg condamnent ces attaques répétées et accusent l'armée malienne qui ne joue pas à fond sa partition. Malijet revient sur les attaques répétées et signifie qu'il y a lieu d'appliquer la peine de mort à la lettre dans toute sa plénitude pour lutter contre le terrorisme au Mali. Et au Bénin, encore à la une, cette affaire PPEAD. Oui, encore cette affaire à la une, on finit par d'en parler. Le matin à sa une, demande de lever de l'immunité du député Kassa. Rumbedji, c'est le président de l'Assemblée nationale, dénonce la violation de la procédure Payahi. Le quotidien invite à lire la lettre du président de l'Assemblée adressée au chef de l'État Diakpata, toujours au sujet du PPEA2, mise en place d'une commission permanente au sujet de l'affaire PPEA2. Voici les députés désignés pour connaître du cas Barthélémy Kassa. Le confrère de la matinée, toujours au sujet du dit dossier, le confrère de la matinée affiche demande de lever d'immunité parlementaire de Barthélémy Kassa Yahi se conforme à la loi. Le procureur général transmet le dossier ce jour à l'Assemblée nationale. La commission chargée d'écouter le mis en cause enfin installé. Enfin, la Nouvelle Tribune, toujours au sujet de cette affaire avec quelques nuances, nous amène dans les dédales de la Haute Cour de justice de la Cour constitutionnelle. Conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle. La Cour Olo ouvre la boîte de Pandore. C'est une jurisprudence très grave, dit Serge Agbodian. Un cas de malhonnêteté intellectuelle au service d'une classe politique décrédibilisée. Voilà, selon Faustin Haïti. De quoi s'agit-il? À découvrir dans les colonnes de la Nouvelle Tribune Claire. Merci à vous, Joël Yetonji, pour cette revue de presse quand même assez riche. Je vous en prie, toujours un plaisir d'honorer ce rendez-vous.
C'était donc votre édition sur Sika. Ravi de vous l'avoir présenté. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. Au revoir.